Salut, c'est Marion Denis du think tank Vers le Haut, le premier think tank dédié aux jeunes et à l'éducation. Vous écoutez Jeunes et Brillants, un podcast bienveillant qui met en lumière les jeunes, leur parcours, leurs envies, leurs expériences. Dans cet épisode de Jeunes et Brillants, nous abordons le coming out dans une safe place qui n'est malheureusement pas le cas encore partout, puisque d'après le rapport annuel de SOS Homophobie, en 2021, l'organisme constate une augmentation de 38% des signalements d'actes LGBT-phobes, notamment en milieu scolaire. L'association et fondation Le Refuge héberge encore cette année en 2023 2863 jeunes qui sont rejetés par leur famille car elles n'acceptent pas leur orientation sexuelle. Le chemin est encore long dans l'acceptation de l'autre et énormément de jeunes souffrent encore d'être qui ils sont. C'est pour cela qu'il me paraît important d'aborder ce sujet avec bienveillance et légèreté, et peut-être que dans quelques temps, personne n'aura plus besoin de faire son coming out. Bonjour Jessie. Bonjour Marion. Comment tu vas ? Ça va plutôt bien. Je suis très contente en tout cas que tu sois sur ce nouvel épisode de Jeunes et Brillants. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de toi, de ta personne. Donc tu vas te livrer un petit peu à nous. Okay. Déjà, est-ce que tu peux te présenter ? Qu'est-ce que tu fais ? Où tu vis ? Avec qui ? Ok. Je m'appelle Jessie, j'ai 29 ans, je vis à Pantin depuis 3 ans maintenant. Sympa Pantin. Ouais, j'aime beaucoup. Pas loin du canal. Et sinon, je suis arrivé à Paris il y a environ 10 ans. J'ai grandi dans une petite ville du sud-ouest qui s'appelle Brive-la-Gaillarde, mais qui n'est pas vraiment dans le sud, ni vraiment à l'ouest. En fait, on sait pas trop comment dire où est cette ville. Dans le centre ouais, on va dire sud. Centre-sud. On sait pas trop parce que les gens du sud te disent non, c'est pas le sud et les gens de vraiment l'ouest, c'est pas l'ouest. Donc on va dire que c'est par là, quoi, un truc central, pas loin de Limoges. Okay. Donc voilà, c'est une petite ville d'environ 50 000 habitants. Et j'ai grandi là. Très démographe. Voilà. Ouais. Si vous voulez plus d'informations, je peux. Du coup, t'es parti à Paris à quel âge ? J'avais 18 ans. Ouais, ok, 18 donc ans. très très tôt. Ouais. Je suis parti pour mes études. Voilà, je voulais faire du théâtre. Et j'ai fait du théâtre à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je suis venu à Paris. Et t'as arrêté le théâtre ? Ouais, ça fait quelques années maintenant. Finalement, j'en ai fait pendant 4 ans. Donc voilà, ça fait 6 ans déjà que j'ai arrêté. Donc c'est plus trop mon actualité, disons. Ok, pourquoi t'as arrêté ? Oula. Là, on va rentrer dans les questions. Okay. En fait, j'ai commencé le théâtre en même temps que j'ai initié une relation qui a été ma première relation amoureuse. Ok. Il faisait du théâtre également, plutôt dans la mise en scène, et moi, je voulais être comédien. On s'est rencontrés, j'étais au lycée. J'allais en voyage scolaire à Paris. Okay. Parce que je faisais de l'histoire de l'art. Donc on avait un voyage où on visitait différents musées à Paris, dont le Centre Pompidou. Il y a une exposition qui s'appelle Danser sa vie. Et dans cette exposition, celui qui sera ensuite mon copain pendant 5 ans travaillait là, donc il surveillait les salles. Et là on se rend compte, c'est un peu le coup de foudre, etc. Du coup, moi je me mets à monter tous les 15 jours à Paris pour le voir. Et en fait, de fil en aiguille, on se rend compte que lui, il fait du théâtre, moi, je veux monter à Paris pour faire du théâtre. Et donc, on passe 5 ans ensemble comme ça, à vraiment vivre un peu de théâtre, disons. Okay. Donc, en fait, ça a aussi coïncidé avec la rupture avec cette personne, okay. La fin du théâtre, parce que je voulais trouver une pratique qui m'était propre et que j'associais pas à quelqu'un. Ah, tu l'associais trop à lui, le théâtre ? Ouais, parce que toute notre relation on a été très liés par le théâtre. Autour de ça, ouais. Ouais, aussi. Okay. On allait régulièrement au théâtre, on travaillait, on faisait répéter. C'est lui qui m'a aussi appris à développer ma culture théâtrale. Ok. Donc voilà, donc j'ai arrêté le théâtre en même temps que j'ai rompu avec lui. Et que c'était une manière pour moi en fait de trouver une autre pratique. Donc là, je me suis tourné vers la photographie, qui était plus... propre à toi-même ? Ouais, c'est ça. C'était une manière aussi de me retrouver et de plus... au quotidien, de ne plus avoir une activité que j'associe à cette relation. Ok. C'est engagé de tout couper comme ça d'un coup pour se couper d'une personne, non ? Oui, c'était nécessaire parce que c'était une relation très intense où je pense avoir perdu un peu ce que j'étais dans ce rapport-là. Aussi parce qu'à 18 ans, j'étais vraiment jeune et donc je me suis très vite construit dans ce rapport-là. Donc arrivé à 24 ans, je savais pas vraiment qui j'étais au-delà de cette relation. Ouais, je comprends. Donc j'ai eu besoin de trouver d'autres espaces. Okay.
pour me rencontrer, entre guillemets. Et avant lui, tu faisais pas du théâtre? Non, t'en avais jamais fait? Non, j'ai vraiment commencé le théâtre en arrivant à Paris, donc à 18 ans, ouais. Ok. Avant ça, non, mais c'était déjà un projet. Donc en fait, ça a un peu coïncidé, genre, comment dire, après lui, il m'a un peu préparé à passer des concours pour entrer dans un conservatoire à Paris, etc. Ok. Donc, ouais, non, avant lui, je faisais pas de théâtre, mais j'avais déjà ce désir-là. Ok. Et du coup, on parlait de toi au lycée. C'était comment, toi, ton adolescence, du coup, dans une petite ville comment ça s'est passé? Alors, mon adolescence a été plutôt tranquille, je dirais. J'ai eu toujours de la chance de rencontrer des personnes qui m'ont permis de m'ouvrir en fait, et de voir que le monde ne se résumait pas à Brive et à l'expérience que je faisais. Ok. Aussi, je suis d'une génération qui a un peu grandi avec l'arrivée d'Internet, ce qui a permis, je pense, quand j'avais 11 ou 12 ans, bah voilà, j'étais sur MSN, sur les Skyblogs, et donc en fait tout ça, ça a été vraiment, ça m'a permis, ça mêlé à la rencontre d'une amie quand on avait 11 ans qui était complètement décalée des modes de l'époque. Elle adorait Marilyn Manson, donc à 11 ans c'était assez particulier quand même. Ouais. Elle adorait le métal, c'était voilà. Et du coup, elle m'a fait découvrir tout un mouvement qui, à Paris, apparemment, était assez fort, qui n'existait pas du tout, en fait, à Brive. C'était quoi, le courant? C'était emo. Ah, mais oui, Ouais. bien sûr que si, ça existait. Ça existait très peu, quand même. On n'était pas beaucoup. Oui, quoi. oui, Je veux clairement. dire, t'allais en centre-ville, Il y en avait 2 par c'était école, pas quoi. la tendance. Voilà. Donc, c'était quand même pas très représenté. Donc toi, t'étais emo? Ouais, j'ai eu ma Ok. période emo quand j'avais 12 ans. Ok. Et en fait, ça m'a beaucoup servi, je pense, parce que c'était aussi un imaginaire où le masculin et le féminin se rencontraient. Il y avait un côté très androgyne. Ouais, c'est vrai. Et dans les skyblogs, moi, ça m'a permis d'être en contact, en fait, avec des garçons, donc assez tôt, finalement, quand Ok. j'avais 12 ans. Et donc, être un peu rassuré de se dire, bon, bah, en fait, derrière les frontières de la ville, il y a d'autres choses qui existent, d'autres personnes, d'autres communautés, et que effectivement, ça donne de l'espoir quand j'ai eu cette chance-là. Ouais. Ouais. T'avais le sentiment de te sentir moins seul, peut-être? Oui, et puis vraiment de comment dire, abolir un peu les frontières, quoi, entre guillemets. Ouais. Parce que c'est pas évident, on n'a pas forcément l'imagination suffisante pour se dire, tiens, en fait, il y a plein de manières de vivre, plein de manières d'être. Et c'est vrai que quand on a 11 ans, on a l'impression qu'il n'y a pas d'autre issue que de faire comme tout le monde et de s'habiller de la même manière, d'écouter la même musique, parce que dès lors que t'es un peu décalé par rapport à ça, t'es tout de suite un peu regardé. C'est comme si on cherche un peu à être invisible et cette personne, cette amie qui a été vraiment ma meilleure amie jusqu'à mes 18 ans, 19 ans, m'a vraiment ouvert en fait un monde, quoi, parce que moi je pense que sans au départ le métal, puis la période emo, j'aurais pas eu cette chance de vivre tranquillement ce début d'adolescence. Ok. Et voilà, donc le collège s'est un peu passé comme ça. Et le lycée? Et arrivé au lycée, encore une fois, c'est grâce à des rencontres. J'ai une bonne étoile, des fois j'ai l'impression, parce que je rencontre vraiment les bonnes personnes au bon moment pour les bonnes questions. Okay. Et donc j'arrive au lycée. Donc moi en fait aussi, petit aparté, je suis parti pendant 2 ans vivre vers Orléans. Ok. Dans un tout petit collège. Donc même plus petit encore que le collège dans lequel j'étais auparavant à Brive. Il y avait 300 élèves. T'étais où au collège? Donc à Brive. Ouais. À Brive, j'ai été à Jean-Lursa. Ah, ok. Et puis après, je suis parti 2 ans à Orléans. Là, j'arrive donc avec mon style, qui était avec ma grande mèche, mes slims rouge, jaune. Ah oui, c'est vrai, c'était ça le. Ouais. Pas mal. Moi, Donc, j'avais aussi des slims rouges. C'était le truc. Et donc, avec une physio très androgyne. Et finalement, je passe 2 ans là-bas. Je reviens à Brive. Et là, j'arrive au lycée. Et je rencontre 2 filles au lycée. Et, on est en sport. C'est vraiment
les premiers jours, tu sais, le moment d'intégration, t'as tes premiers cours, et là c'est notre premier cours de sport, et puis c'est le moment où t'échanges un peu pour la première fois avec des gens de ta classe, et là je suis avec ces 2 filles, et il y a une des 2 filles qui commence à parler de son ex-copine, et là, je me dis, waouh, j'avais encore jamais, pour le coup, été face à quelqu'un qui assumait complètement sa sexualité. Ok, c'était la première fois que tu rencontrais quelqu'un qui s'assumait, genre, dans toute ta vie. Eh bien... Oui. Ok. Oui. C'est vrai, j'avais jamais vu comme ça, mais oui. C'est vraiment la première fois. Eh bien, oui. Oui, non, mais c'est vrai. En fait, vu comme ça, ouais. Effectivement, j'avais 15 ans la première fois que j'ai entendu quelqu'un formuler. C'est fou quand même. Ouais. Ouais, parce que même je réfléchis, parce que je me disais peut-être que c'est juste quelqu'un de mon âge, mais même, en fait, de manière générale, j'avais jamais vraiment entendu quelqu'un formuler ça. Ouais. Ok. Donc donc ça m'a inspiré en fait, et sur le moment je me suis dit mais en fait c'est la brèche là, c'est le moment. Bah oui, je veux dire elle me partage ça de manière tellement simple. Ouais. Et il y a cette 2e fille aussi qui est là et qui dit pareil, moi l'été dernier j'ai eu un petit truc avec une fille, tout ça. Ah ouais. Ouais. Ok. Et donc là je me dis ok, c'est l'environnement idéal pour commencer à en parler. Ouais. Et donc là je leur dis moi j'aime bien les mecs en fait. Et c'était bien. Enfin, il n'y a pas eu de question, puisqu'on était tous les 3 concernés par cette question. Et donc, à partir de là, à chaque fois que la question se posait, je répondais que j'étais attiré par les mecs au lycée. Donc, mon premier... Alors, c'est même pas vraiment mon premier coming out, en fait. Hein, parce que je te disais tout à l'heure, en fait, je pense avoir eu 5 ou 6 coming out différents. Ouais. Si tu veux, on reviendra sur le premier tout à l'heure. Ça, je dirais que c'est le 2e. Ouais. 2e coming out, c'était lycée. Okay. Et du coup, après les années lycée, se sont bien passées, quoi. Oui, sur ce sujet-là, oui. Ouais. Okay. Sur ce sujet-là, parce que sur d'autres sujets, non. Oui, il y a d'autres problématiques au lycée. Ouais, que t'as mal vécu. Oui, moi je peux pas dire que le lycée était un moment que j'ai profondément apprécié. C'est pas tes meilleures années, quoi. Pas du tout. Ouais. Pas du tout, moi c'est... Qu'est-ce que t'as pas aimé ? Je me reconnaissais pas dans la plupart des dynamiques qui m'entouraient. Enfin, je me sentais... je crois que j'avais envie de partir, j'avais envie d'autre chose, je me sentais contraint. J'avais l'impression d'être entouré de manières d'être... Avec le système scolaire ou les élèves ? Le tout. Ou les deux ? Le système scolaire, je trouve qu'il amène pas à se passionner. Ouais. Et puis après, le système, la société de manière générale fait qu'on a des comportements adolescents qui sont aussi à l'image de ce qui fonctionne pas dans la société, donc des comportements violents entre nous. Ouais, très violents, les années lycée. Ouais. Je me souviens que... Enfin, on est méchants, quoi. Ouais, moi j'ai été particulièrement aussi. Mais je pense que c'était aussi pas mal une réponse. Je pense qu'en moi j'avais une violence aussi qui était... elle vient pas de nulle part, tu vois. C'est qu'à un moment, j'ai nourri ça, et je l'ai nourri par une difficulté à être dans cette société-là, quelque part. Ouais. Mais voilà, il y a je sais pas, pour moi c'était vraiment... je me sentais dans un environnement qui était pas à mon image non plus, et dans lequel je trouvais pas ma place, tu vois. Oui, je vois très bien. Parce que j'ai un peu ressenti ça moi aussi au lycée, en vrai. Ouais. Enfin, au collège surtout. Après, au lycée, ça a été un peu mieux. Et après, quand je suis partie, je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'était pas mieux. Ouais, c'est vrai, quand tu connais quand tu connais, choses. Tu te dis que en fait, non, ça allait pas du tout, quoi. Ouais, je suis bien. Ouais. Mais c'est bien que ça aille dans ce sens. Ouais. Du coup, tu nous parlais tout à l'heure que c'était ton 2e coming out au lycée, avec du coup ces 2 rencontres que tu as fait en seconde. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter le premier ? Alors, le premier coming out, en fait, j'étais petit. Alors, je sais pas si on peut appeler ça un coming out finalement, mais j'avais 8 ans. Ok. Et je jouais très souvent avec une de mes cousines. Okay. On jouait à Buffy, à Charmed. Évidemment, moi j'étais J'adore toujours Charmed. Buffy. Et ouais, c'était assez cool. On aimait bien. On partageait ça. Et en fait, à un moment, un été, un cousin
de Mélanie, du coup, ma cousine, Ok. de Mélanie est venue passer l'été en Corrèze. Et donc cet été-là, donc, j'avais 8 ans, il s'appelait Kevin. Et du coup, ouais, ce Kevin, en fait, je dis à ma cousine Mélanie que je suis amoureux de Kevin. Ok. Donc, mais à une enfant, quoi, qui a mon âge mais c'est quand même une manière de formuler déjà pour la première fois, tiens, je suis attiré par un garçon. Ouais, t'es amoureux de Kevin, quoi. Exactement, je lui dis, j'aime Kevin. je l'aime. Et Trop puis cute. après, Et alors cette même année-là, donc alors ça c'est un peu, comment dire, c'est théâtral en fait. Parce que, et puis là c'est moi qui le raconte en, comment dire, aussi avec mon regard d'aujourd'hui, parce que sur la situation je le percevais pas comme ça. Mais en fait c'était l'année des 50 ans de ma grand-mère. C'est la grosse fête, y a vraiment beaucoup de monde. Vraiment. Moi j'adorais ça, tu sais, quand t'es petit, c'est vraiment les trop bons souvenirs. C'est comme les mariages, t'es trop content. Il fait soleil et tout, c'était l'été. C'est ça, il y a tous tes cousins cousines, dont Mélanie et Kevin. Et à un moment, et moi j'adorais chanter. Et je sais pas si vous vous rappelez, donc c'est l'époque un peu de la Star Academy. Bah oui, je me rappelle très très bien. Et il y avait ma vie entière. Ah mais voilà, moi une bonne partie aussi. Je ne serais pas qui je suis sans la Star Academy. Pareil. Et du coup, il y avait, je sais pas si tu te rappelles, mais dans leur premier album, il y en a 3, je sais, Jennifer, Olivia... Houssine. Et une autre, là. Emma. Non, je sais plus. Comment elle s'appelait déjà? Je sais plus. Bon, peu importe, elle chante Give Me a Man After Midnight de ABBA. Ok, je me rappelle plus de tout l'album, mais t'es très chaud. Hein. J'adorais ça et j'apprenais les chansons par cœur. Et du coup, il y avait un micro, et donc moi je dis, je veux chanter, tu vois, et j'adorais Give Me a Man After Midnight. Ce qui est, je ne savais pas du tout ce que racontait cette chanson, mais j'avais demandé à ma mère de me dire les paroles pour les apprendre par cœur, mais je ne connaissais pas la traduction, si tu veux. Mais du coup, je la chantais, et donc je chantais Give me a man. Ah oui, je me rappelle très très bien, c'est juste que je l'avais pas sans l'air. Tu vois, cette. Oui. Somebody help me. Je me rappelle très bien. Tu vois. Et du coup, je chante ça, donc j'ai 8 ans, je chante ça. Ah oui, à l'époque aussi, je mettais toujours un foulard sur ma tête parce que j'adorais avoir comme si j'avais les cheveux longs. Ok. Et donc, je chante ça devant toute la famille. Et en fait, Mélanie était pas contente parce que j'avais pas joué avec elle trop. Parce que t'étais en répète. Non, j'étais en concert, hein, c'était plus à répète, là, il y avait vraiment un public. Mais du coup, Mélanie était pas contente parce que vu qu'il y avait d'autres de mes cousins, j'étais plus trop avec elle. Okay. Et donc, en fait, ce soir-là, je chante Give Me a Man After Midnight, qui quand même littéralement dit donne-moi un mec après minuit. Moi, j'ai 8 ans. Il y avait un truc, quoi. Bon, personne comprenait l'anglais, donc ça va, tu vois, mais déjà, pour moi, c'était un peu... Même si moi-même, je comprenais pas, avec le recul, je me dis, putain, je leur ai dit, quoi. C'était intense. Et en fait, Mélanie, vu qu'elle était pas contente, et elle allait répéter Jessie amoureux de Kevin. Et elle a répété à la tablée, en fait. Ah, donc là, c'est un outing, carrément, c'est pas un Elle m'a outé, ouais, quand j'avais 8 ans. C'est dur. Tellement que ma grand-mère est venue me voir après en me disant, oui, Mélanie a dit ça, ma mère aussi. Et moi, je lui aurais dit, j'ai complètement par contre détourné, évidemment, j'étais pas prêt. Genre, j'aurais pas dit, ouais, j'adore le mec. Non, j'aurais dit, bon, en fait, non, c'est juste qu'elle est jalouse parce que j'ai pas joué avec elle de la soirée, et du coup, elle raconte des histoires, mais non, c'est pas vrai, tu vois. J'ai détourné le truc, mais quand même, je considère que c'était quand même mon premier coming out. Tu vois, ça t'a pas traumatisé? Non. Après, ça va parce que ça a pas fait tout un truc aussi du côté de ma mère, tu vois. Ouais. C'est pas... Oui. De tout le monde, donc ça a été, parce que c'est vrai que si ça avait provoqué un... Et du coup, t'as dû faire un coming out auprès de ta famille? Alors oui, mais alors là c'est mon 3e coming out. Enfin, du coup auprès de ma famille, il y a eu 2 gros coming out, disons. Enfin, le premier, c'est donc... Alors mon premier coming out, premier coming out qui n'en est pas un, c'est outing. Je me suis fait outer par ma cousine, par Mélanie. Mon second, j'ai 15 ans et je le fais au lycée, donc là c'est vraiment plus dans l'environnement amical. Et mon 3e, j'ai 18 ans, j'ai rencontré Paolo, dont je vous ai parlé plus tôt. Comment dire, je vais à Paris de temps en temps sans le dire à mes parents. Je leur fais croire tu leur fais croire quoi? Je leur fais croire plein de trucs. Enfin, et quand ils y croient. Ils y croient, et même quand je reviens, je leur raconte mon week-end, mais en modifiant des trucs. Par exemple, un moment, je suis monté, on est allé voir une pièce de théâtre avec Paolo, et je dis à ma mère, avec Hayden, on a lu telle pièce. Je dis qu'on l'a lu, tu vois, pour ne pas... Un très bon menteur. Voilà, enfin, je détourne. En fait, je dis la vérité, mais je dis pas vraiment la vérité. Mais en même temps, je voulais vraiment leur partager mes week-ends parce que j'apprenais plein de choses.
chose, j'étais hyper content. Ok. Mais du coup, à un moment, c'est l'anniversaire de Paolo et je dois monter. Je veux aller à Paris 2 jours après, sauf que c'est en semaine. Et là, je peux pas, en fait, la semaine, leur inventer tout un truc. Là, t'es en terminale ? Ouais, je suis en terminale. Ah ouais. Et là, j'ai aussi, je crois que c'est un moment où il y a des ponts au mois de mai. Ok. Et il y a des gens de ma classe qui partent en voiture à Paris. Et là, je me dis, il faut absolument que je Que prenne... font-ils ? C'était... ouais, ils partaient un week-end à Paris pendant Le pont, ouais, le ok. pont au mois de mai, quoi. Et là, je me dis, ah, mais est-ce que je peux monter avec vous ? Et tout, ils me disent, ok. Sauf que du coup, il faut que j'en parle à mes parents. Il faut que je leur explique pourquoi je monte à Paris. Et donc là, il est 9h30 du soir, mes parents sont des couches tôt. Je vais, ils sont au lit, je frappe, je leur dis, est-ce que vous pouvez venir dans le salon ? Faut que je vous parle. Donc déjà, je mets un peu les bases. Tu les sors du lit ? Exactement, je les sors du lit. Et là, ils stressent, tu vois. Je sens qu'ils sont stressés, ils se demandent qu'est-ce qu'il va nous dire, tu vois. Donc là, on s'assoit, je leur dis voilà, en fait, j'ai rencontré quelqu'un, il s'appelle Paolo, je l'ai rencontré comme ça, en voyage, quand je suis allé à Paris, etc. Et c'est son anniversaire dans 2 jours, je dois monter à Paris. C'est un peu ça l'idée. Non, mais la star, quoi. Voilà, donc je leur ai dit, je leur ai formulé comme ça, et je l'ai fait parce que j'étais quand même un peu sous la contrainte, parce que je n'étais pas très proche de mes parents, donc j'avais pas forcément besoin qu'ils le sachent, parce que moi j'envisageais déjà de me barrer, et de pas forcément avoir de contact plus que ça avec eux, et même oui, si carrément. je m'étais dit, au pire, si je leur cache cette partie-là de ma vie, vu qu'ils connaissent, il y a toute une partie de ma vie qu'ils connaissent pas, ils savent pas vraiment qui je suis, sur plein de plans, bah s'ils connaissent pas ça, c'était pas... Ça me posait pas trop de problème, mais là il fallait que je parte. Donc, 2 jours après il fallait que je leur dise et j'avais pas d'autre solution. Donc je leur ai dit, ils ont pas mal réagi, ils étaient un peu nerveux. Ils t'ont laissé partir ou pas ? Oui, ils m'ont laissé partir. Mais c'était intéressant parce que je crois qu'ils avaient un peu la contrainte, je pense, hein, je projette un peu, mais mais si on le laisse pas partir, c'est comme ne pas le valider aussi dans ce qu'il vient de nous dire. Et, c'est vicieux, toi, pas... t'étais vicieux avec tes parents. J'avais pas pensé autant à ça quand même. Genre, je m'étais pas dit, genre, c'est psychopathe. Je vais les obliger. Parce qu'ils vont sentir que s'ils me disent non, c'est homophobe, je vais leur dire, c'est un crime homophobe. Vous ne m'aimez pas. Non, je vais aller, mais je pense qu'il y a eu un peu de ça. Ouais. Et comme ça leur parler, que je parle d'amour aussi, je pense que c'est ça. C'est la manière dont j'ai communiqué. Ouais. Le fait de leur dire, je suis tombé amoureux de quelqu'un, il s'appelle Paolo. Bon, en fait, le sujet... Ils ont personnifié direct le truc, quoi. C'est ça. C'est devenu une histoire d'amour, c'est pas devenu une attirance sexuelle. Ouais. Donc, je pense que ça a amené la chose différemment. Et après, avec le temps qui est passé, tout, ils l'ont accepté tout de suite, quoi. Oui, mais alors, ils l'ont accepté. C'est pareil, je pense qu'il y a des degrés d'acceptation. Et effectivement, ils m'ont jamais frappé pour ça, ils m'ont jamais insulté, non. Par contre, quand il y a eu... Non. Mais, je veux dire, voilà, il y a différents... Oui, bien sûr. Pour autant, je pense toi, que... dans ton ressenti, quoi. C'est plus toi et ton ressenti. Mon ressenti, c'est qu'il y a quand même un malaise pour eux. Il y a quelque Encore chose qui... aujourd'hui comme ça fait longtemps là que en plus je suis célibataire, que je les ai pas reconfrontés non plus à leur présenter quelqu'un, je sais pas trop comment ça se passerait. D'accord. Donc je pense pas mal parce que c'est des personnes polies qui vont pas. Non mais il y a vraiment de ça. Hein. Okay. Genre. Paolo, tu leur avais présenté ? Oui, en plus très vite. Okay. On est allé manger, je leur avais présenté, ça faisait 4 mois que j'étais avec lui et c'était avant de monter vivre à Paris. Et justement, on venait faire les visites pour mon appartement. Ok. Voilà, je leur ai présenté dans ce cadre-là. Et ma mère m'avait avoué quand même qu'elle appréhendait cette rencontre. Et qu'en fait, une fois qu'elle l'a vue, ça allait. Parce que quand tu rencontres les gens, c'est plus des idées, c'est juste des gens, quoi. Mais ça, oui, est-ce que c'est dû à ce que ça soit un homme ou ça se trouve, elle aurait appréhendé même si c'était une femme, tu vois ce que je veux dire ? Oui. C'est toujours bizarre de rencontrer peut-être le compagnon de son enfant. Oui, je pense que ça peut être le cas, mais c'est pas le cas de ma mère. Ok. Je pense que le malaise venait du fait que ce soit un garçon. Ok. D'ailleurs, quand on ramène, là, moi j'ai des petites sœurs, je veux dire, j'en ai une qui a 15 ans, elle est en couple depuis 1 an, tu vois, c'est pas la même chose. Moi j'avais 18 ans, pourquoi elle aurait été... Avec un garçon du coup ? Oui, avec un garçon. Okay. Et je veux dire, pourquoi ma mère aurait été gênée de rencontrer mon compagnon, enfin je veux dire, on avait 18 et 24 ans... Enfin, tu vois, c'est pas... Je pense que c'était vraiment... que ça se jouait plus parce que c'était un garçon. Si c'était ma copine de 18 ans, elle aurait pas été mal à l'aise. Et
peut-être même, en général, c'est plutôt les parents qui mettent mal à l'aise le compagnon que l'inverse, tu vois. Donc là voilà. Mais quand il y a eu la question du mariage homosexuel, par exemple, ils étaient contre. Ça a été... Et toi, tu l'as pas mal vécu? Enfin, t'arrives à prendre assez de recul pour que ça t'atteigne pas vraiment personnellement, genre? Oui, mais je tiens à le préciser, je pense qu'on a chacun des expériences, des environnements de vie, Enfin, c'est difficile de généraliser, en fait, ce que c'est mais je parle vraiment de ton cas en particulier. Ouais, mais c'est vrai que moi, dans mon cas, ça a été parce que j'ai très tôt distingué ma vie de celle de mes parents, et de manière générale, en fait. T'es très indépendant, quoi. Je crois que oui, oui. J'ai pas besoin d'être reconnu. S'ils avaient pas reconnu ça, je me sentais pas de leur devoir d'être ce qu'ils prétendent que je sois, par exemple. C'est pas mon devoir. Et je pense que ça, je l'ai très tôt conscientisé. Mais voilà, donc pour moi, voilà, la dynamique était pas tant de leur avouer quelque chose, mais de leur présenter quelque chose. Et après, c'était à eux de voir ce qu'ils voulaient en faire. Ouais. Du coup, on disait tout à l'heure que t'as fait plusieurs coming out dans toute ta vie, dans toute ta grande vie. Est-ce que y en a d'autres que tu aimerais partager avec nous? Oui, je pense qu'il y en a 2 qui peuvent être intéressants. Parce que là, du coup, le coming out à mes parents, j'ai 18 ans. Ouais. Ensuite, 2 ans après, j'ai celui avec ma grand-mère du côté paternel. Okay. Ma grand-mère du côté paternel, pour situer un peu, c'est... comment dire? Du côté de mon père, en fait, il y a une partie espagnole et une partie marocaine. Ok. Donc là, c'est toute une partie de mon éducation qui est un peu plus méditerranéenne, un peu plus du sud. Et j'ai un rapport avec cette partie-là de ma famille où je les vois une fois tous les 15 jours. Je grandis en fait un peu avec eux, mais de manière ponctuelle, disons. Okay. Après, je suis là les étés, des choses comme ça. Et en fait, un jour, ma grand-mère, donc espagnole, monte me voir à Paris. Donc à ce moment-là, j'habitais à Montmartre. Et en fait, je le dis parce que, un moment, quand elle monte à Paris, on va se poser, il fait beau, c'est le mois de septembre, c'est la fin de l'été, on se pose au Sacré-Cœur, avec la vue sur la ville, on parle. Et puis, moi, vu qu'elle est à Paris, je me dis, je peux pas passer à côté, là, il faut que je lui dise que j'ai... Là, t'es encore avec ton copain ? Ouais, je suis encore avec mon copain, ça fait 2 ans que je suis avec lui, donc je dois avoir 20 ans. Ça fait 2 ans que je vis à Paris et je me dis voilà, là c'est le moment de lui en parler. Et donc on est là avec cette belle vue, ce soleil. Elle avait ramené une bouteille de champagne et je lui dis mamie, ce soir je vais te présenter quelqu'un, il s'appelle Paolo, voilà, je suis amoureux de lui, on est ensemble depuis 2 ans. Et là ma grand-mère, elle explose un peu de joie. Elle me dit mais merci, j'attendais que tu me le dises. Et en fait elle avait la bouteille de champagne pour ça. En fait elle avait ramené, trop mignon. Elle avait déjà projeté que ce serait ce moment-là, tu vois. Ouais. Et donc elle attendait que ça, quoi. Ouais, elle voulait que je lui dise. Et je pense que pour elle c'était une manière de elle était venue la faire entrer dans ma vie, ouais. Tu vois. Parce que c'est vrai que ça peut être excluant aussi, hein. Ouais. Finalement comme elle le savait, je pense qu'elle se sentait un peu exclue. Que je lui communique pas, elle savait pas pourquoi, je lui en avais pas parlé. Ouais. Donc c'était voilà, je pense qu'elle avait besoin de ça et que ça nous a beaucoup rapprochés, ça. Et du coup, ça me fait penser, il y a des gens à qui t'as jamais fait ton coming out, soit parce que soit parce que t'as pas eu besoin, ou soit parce que t'as pas envie. Alors oui, alors il y a une personne à qui je l'ai pas fait. Ouais. Et il y a une autre dont j'ai envie de parler, et j'y ai pas pensé tout à l'heure, mais qui est quand même très importante, parce que c'est très représentatif. En fait, j'ai ma tante, donc la sœur de ma mère, qui est homosexuelle, qui s'est assumée quand moi j'avais 15 ans. Et en fait, quand j'étais adolescent, c'était quelqu'un qui, pour le coup, avait des propos un peu homophobes vis-à-vis de moi. Ah ouais ? Ouais. C'est horrible. Donc, par exemple, on allait chez mon oncle. Elle me disait, ah, ben voilà, la tapette qui arrive. Mais c'est une blague. Comme ça.
Et en fait, il se trouve qu'elle elle est homosexuelle. Et donc, elle fait son coming out, qui se passe d'ailleurs très très mal. Ma grand-mère réagit très très mal. Elle veut la virer de la maison. Ah oui, parce que aussi ma tante vivait chez ma grand-mère aussi. Ok. Elle veut la virer. Enfin voilà, très intense. Donc, et ce n'est pas du tout la première personne à qui je l'ai dit, tu vois, par exemple. Je l'ai d'abord dit à mes parents, ma tante, je l'ai dit, ça faisait déjà 1 an que j'étais avec Paolo. Ouais. Donc je trouve que c'est assez représentatif dans le sens où pourtant elle était officiellement homosexuelle et c'était pas du tout une personne avec qui j'avais envie de le partager. Et déjà, si elle était si elle lançait des injures homophobes, mais je pense que c'est pas très rassurant non plus, quoi. Ça donne pas envie de créer du lien. Mais je pense que parce qu'elle avait des difficultés à assumer sa sexualité, elle se comportait, voilà, elle jouait le jeu un peu de l'hétéro qui... c'était une manière de se cacher, de se protéger elle, en fait. Dans cette violence-là, je pense qu'elle se protégeait elle. Mais du coup, moi, à un moment, j'ai pas voulu lui en parler. Donc elle l'a su, je lui ai même jamais dit, elle l'a su, je crois... sans que je lui dise. Et à ma grand-mère, je lui avais pas dit non plus, côté maternel. Et en fait, c'est un jour, elle me dit, bah alors, tu me l'as pas dit pour ton copain? J'étais, quelqu'un d'autre te l'a dit. Et comme elle avait très mal réagi pour ma tante, moi, je me disais, je sais pas trop comment ça... En fait, ça a pas du tout été une question. Et il y a mon grand-père, du côté là de mon père, à qui je ne l'ai jamais dit. À qui je ne le dirai pas. Je le vois très rarement. Maintenant, je pense qu'on se voit une fois tous les 4 ou 5 ans. Il vit entre le Maroc et la France. Et c'est pas une personne qui est suffisamment présente dans mon quotidien pour que ça ait du sens pour moi. En fait, et j'ai même pas besoin de lui dire, en fait. Parce que si j'avais ce besoin-là, déjà, ça, pour moi, enfin, là, je dis vraiment personnellement, ça voudrait dire que je cherche quelque part à être validé. Mais je sais que déjà, il va pas valider ça. Et en plus, j'ai pas besoin qu'il le valide pour vivre. C'est... Du coup, voilà, c'est une personne à qui... c'est la seule personne à qui je l'ai pas dit. En fait. C'est pas un projet. Voilà. Et ça me manque pas. Ouais, ok. Je comprends. Des fois, t'es pas forcément obligé de devoir tout dévoiler à tout le monde, quoi. Tu sais, t'as aussi ce sentiment où, c'est quand t'es homo, il faut que tu dises à tout le monde, à un moment donné, je suis homosexuel. C'est ça. Et d'ailleurs, est-ce que toi, tu t'es senti des fois un peu obligé de justifier de ton orientation sexuelle? Alors, pas de me justifier... parce que je l'ai jamais vécu comme ça. J'ai jamais... Non. Mais... Comment dire? T'as quand même là, on dit va rentrer... T'as quand même dit tout à l'heure que t'avais été contraint. Bon, c'était pour partir à Paris, mais c'était une contrainte, quoi. À tes 18 ans avec tes parents. Ouais, de leur dire, oui. Mais c'était pas pour justifier... En fait, c'était plus pour justifier le fait que je veuille partir 2 jours après que justifier... mon orientation sexuelle. En fait, c'est ça. Vraiment, je l'ai vécu comme ça. C'était un peu... Là, c'est par amour, donc il faut que je parte. Voilà, là, c'est l'amour qui m'appelle. Donc, laissez-moi partir. Et comme ils sont très sensibles à la question de l'amour, c'était vraiment le... Ouais, ça a fonctionné. Je suis parti, du coup. T'as sorti la carte. La bonne carte, Et j'ai amené la bonne manière, je pense. Et du coup, ça s'est passé, mais... Mais de me justifier... oui, alors... En fait, j'ai eu un autre coming out. Parce que je suis parti vivre pendant 1 an quand j'avais 24 ans en Sicile. Dans le cadre d'un service civique. J'étais volontaire en fait dans un centre d'accueil pour migrants en Sicile qui était lié à la communauté protestante des Vaudois. Donc moi en fait avant de partir, ça faisait des années que la question de l'homosexualité, je ne me la posais plus. En tout cas, c'était plus quelque chose à dire ou à cacher ou à ne pas dire, enfin j'en sais rien, c'était pas une question. Et là ça l'est redevenu pendant un temps. Parce que avant de partir, avec toute la projection que je pouvais me faire du sud de l'Italie, côté un peu macho, la religion, je travaille pour je me disais ok, je vais être volontaire dans une institution religieuse. Bon, voilà, tous ces stéréotypes faisaient que j'étais pas très à l'aise. Et en fait, avant de partir, on a eu une formation
où déjà on nous a appris un peu l'histoire de cette communauté qui s'appelle la communauté des Vaudois, qui ont été en fait au 19e siècle une communauté persécutée. C'est pour ça aussi qu'ils sont très sensibles aujourd'hui à aider du coup les personnes migrantes et qui sont très ouverts en fait à des communautés un peu minoritaires. Et donc, moi, quand j'arrive, donc historiquement, c'est dans le nord de l'Italie que les Vaudois se sont installés. Et c'est, voilà, en tant que protestants aussi, ils ont vraiment cette idée que un texte religieux, il faut que les personnes puissent le lire et qu'ils ne soient pas soumis à l'interprétation seulement des images. Donc même les églises, il n'y a rien dans les églises protestantes, c'est vide. Et il y avait vraiment une partie liée à l'éducation qui est très importante. Donc il fallait pouvoir lire le texte. Et donc ça, c'est un premier élément que j'ai trouvé assez intéressant. Et en fait, on a rencontré du coup un pasteur. Et on pouvait lui poser des questions. Donc on était tous des volontaires. Là, on était une 50aine de volontaires qui allaient partir dans différents instituts vaudois en Italie. Et on posait anonymement des questions. Et là, quelqu'un a posé la question de l'homosexualité. Et en fait, là, le pasteur dit eh bien, nous donnons notre bénédiction au mariage homosexuel depuis 2010. Donc là, c'était en 2017, 18. Et donc, je me suis dit, waouh, en fait... Soulagement. Ouais. Et puis même, en fait, une communauté religieuse a donné sa bénédiction au mariage homosexuel avant l'État français. Genre, vraiment, dans ma tête, ça a fait... En fait, moi, je stigmatisais ces communautés-là en me disant, bah, c'était forcément homophobe. Et en fait, non. Après, ils ont leurs arguments aussi pour ça. Ils disent que maintenant, on est trop nombreux sur Terre, donc que Dieu veut... Enfin, il y a aussi une interprétation évidemment religieuse, hein, que Dieu veut que on se reproduise moins, et que du coup, l'homosexualité serait liée à ça. Alors ça, moi, c'est pas moi qui le dis, c'est leur manière, mais voilà. Je tiens à le préciser. Mais voilà, donc en fait, ça a été... Et puis après, j'arrive à Palerme. Et là, je rencontre, au bout d'une semaine, c'est la Gay Pride. Et la Gay Pride de Palerme, c'est 3 jours durant lesquels le centre historique est habité par différentes associations. Il y a des concerts, des conférences, ils communiquent beaucoup dessus. Et pareil, les chars, pendant la Pride, c'est d'une mixité magnifique. T'as des vieux, des jeunes, des enfants, voilà, c'est très beau. J'adore. T'avais même des gens dans les immeubles qui nous faisaient coucou. Et donc en fait pareil, je me suis dit... Toi t'es allé dans la Gay Pride et tout, direct? J'ai fait... en fait je suis arrivé cette année-là, donc c'était en 2018. Normalement la Gay Pride, je crois que c'était en juin à Palerme. Ouais. Elle avait été annulée parce qu'il pleuvait. Elle avait été reportée début septembre. Une semaine après mon arrivée à Palerme, c'est la Pride. Un signe. C'était et là, je me suis en fait rendu compte que pareil, stigmatiser le sud de l'Italie, que en fait j'étais complètement à côté. Ouais. Pareil, là-bas, il y a un festival de cinéma queer, le festival international sicilien du cinéma queer, qui a lieu tous les ans en avril, il me semble, pendant 5 jours, qui réunit quand même des personnalités du monde queer et des intellectuels aussi qui viennent faire cette rencontre de partout dans le monde. En fait, tous les a priori que j'avais pu avoir ont été déconstruits. Mais effectivement, ça a été quand même pour moi comme je l'ai ressenti comme devoir refaire un coming out, parce que avec les a priori que j'avais, mon expérience a été il va falloir que je me repose la question de est-ce que je peux le dire ou pas, est-ce que ça peut être dangereux pour moi. Finalement ça n'a pas été le cas, mais voilà, il y a eu une démarche tout d'un coup où l'homosexualité est redevenue une question, là où en fait ça l'était pas, mais je le savais pas, je projetais autre chose. Ok, du coup je me permets de rebondir sur dangereux. Est-ce que tu as déjà eu des expériences homophobes? Oui. Alors j'en ai eu... Est-ce que tu t'es senti... Ou même, est-ce que, même encore aujourd'hui, tu te sens en insécurité à certains moments ou endroits Aujourd'hui, non, parce que je pense que j'ai réduit mon environnement à des endroits dans lesquels je me sens bien. Ouais. Donc ça m'arrive presque jamais d'être en situation un peu... où je me sens... où j'ai peur. Ouais. J'ai jamais... Par exemple, avec dans ma première relation, quand je suis arrivé à Paris, notre premier baiser, on n'a pas été agressé, mais presque. Donc en fait, on a été agressé verbalement. Ok, c'est une agression. Voilà.
Donc c'était pas physique, mais c'était verbal, ouais. Ok. Et ça, donc moi, premier copain, premier baiser. J'ai 18 ans, je suis à Paris. On s'était posé sur les quais derrière Notre-Dame. Ok. Et Cute. là, on s'embrasse. Ouais, c'était trop bien. Enfin, à part le moment où t'as ce mec qui arrive derrière nous, on est de dos, qui en fait nous demande du feu. Ouais. Il voit pas qu'on est deux mecs, parce Ouais. qu'on est de dos. Et là, moi, je me retourne et à ce moment-là, je fumais, donc j'avais du feu. Donc je me tourne, je vais pour lui donner du feu. Et elle me dit « Ah, mais vous êtes des PD !» comme ça. Donc c'est vrai que bon, c'était cute 3 minutes avant, et puis c'est devenu un peu moins cute. Mais, et ça, moi, en fait, par la suite, pendant toute la relation avec Paolo, je ne voulais plus qu'il me touche En public. en public. Ouais. C'est dur. Donc hein, ça a quand même eu un impact. Il y a eu ça. La première fois, j'avais 11 ans, et c'est la première fois que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais perçu comme quelqu'un de féminin. Et ça, avant ça, on me l'avait jamais vraiment fait ressentir. C'était lors d'une course d'orientation qui mélangeait différentes écoles. Donc moi, dans l'école où j'étais, mon école primaire, j'avais jamais eu de remarques. Jamais. Là, on a cette course d'orientation, on est réunis avec d'autres écoles, et là, il y a 3 mecs, parce que du coup, pour la course d'orientation, ils avaient mixé, différents... c'était des équipes mélangées, quoi. Des équipes mixtes. Ouais. Et là, ils me disent, ah, vous êtes... Enfin, mixte dans le sens de différentes écoles. Genre, t'avais 3 de mon école mélangés avec 3 d'une autre école. Ouais. Et donc, t'avais ces 3 gars-là. Et là, qui commencent à m'imiter en faisant des manières, en faisant ouais, salut, comme ça. Et ils commencent à me dire que je suis une tapette. Moi, j'avais jamais entendu ça, donc c'était la première fois que je l'entendais. Voilà, donc ça, c'était la première fois. Tu le prends comment quand tu t'entends tapette, mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire ou... À ce moment-là, non. Ouais. J'en parle à ma mère le soir, et elle Ouais. rigole. Elle rigole, elle me dit non, mais t'inquiète pas. Mais ça la fait rire, ouais, à ce moment-là. Ok. Donc, ça, c'est ma première expérience. Et du coup, ça a engendré que quand je suis arrivé au collège, je me suis dit, parce que je traînais beaucoup avec des filles Ouais. en primaire, et je me suis dit, je sais pas pourquoi, mais ça... La norme, c'est que quand t'es un petit garçon, tu es que avec des garçons, et il faut... Donc en fait, mon premier objectif quand je suis arrivé en 6ème... On sait un peu ouais, on sait pas pourquoi, mais on sait pourquoi. C'est un peu la société dans laquelle Oui, on vit, quoi, qui est faite comme ça. c'est ça, mais c'est bête que ça Oui, c'est nous super bête. construise autant, tu Ouais. vois. C'est un argument qui... Enfin, tu vois, dire que ça a un tel impact sur tes choix, c'est... C'est triste, quoi. Ouais. Donc ça a du poids. Ouais. Et du coup, oui, je me dis, il faut que je me fasse un ami garçon, parce que c'est la norme, et c'est ça... Enfin, je me le dis pas comme ça, je me dis pas c'est la norme, machin, mais je me dis, en moi, Ouais. sinon on va se moquer de moi. Si je suis Ouais. que avec des filles, on va se moquer de moi. Tu vas être moqué, discriminé. Et donc, je pense que je me suis un peu blindé. Et Ok. donc, en fait, ce qui fait qu'au lycée, j'étais... c'est moi qui était, alors pas... J'étais pas homophobe, hein, évidemment, mais j'étais... c'est moi qui me moquais, Ouais, j'étais ouais, devenu non, mais- en fait, et je pense que ça c'est un truc que j'ai construit avec les années, qui est aussi lié sûrement à cette histoire-là. Mais voilà, ça c'est les moments où j'ai eu ça. Et plus récemment en fait, on rentre de soirée à Pantin, on est dans la rue, et en fait on marche, et là derrière nous il y a des mecs qui commencent à dire PD, comme ça. Alors là moi je me retourne, et là je leur dis pardon. Et là, je vais vers eux, je leur dis, mais enfin, qu'est-ce que vous avez dit ? Ils me disent, non, mais retourne-toi, casse-toi, va-t'en et tout. Je lui fais, mais en fait. Mais t'as pas eu peur ? C'est effrayant, quand même. Non, j'ai pas eu peur en fait. Et là, je les ai un peu mis face à ce qu'ils faisaient. Et je leur dis, mais en fait, c'est un peu gratuit. Enfin, qu'est-ce que vous cherchez, quoi ? Enfin, Ouais. c'est quoi le. Enfin, non, je vais pas partir. Enfin, je vais pas me soumettre. Vous avez pas à m'insulter en fait. Là, moi, je rentre chez moi tranquillement. Vous avez pas à m'insulter. Enfin, tu vois, et donc je commence à être dans l'échange, et là ça monte quand même. Il y en a un qui me pousse contre le mur. Oh, arrête. Ouais, ça part un peu. Et moi à ce moment-là, j'avoue que j'ai pas la meilleure réaction non plus, dans le sens où je le mets sans le vouloir aussi un peu en danger, tu vois, dans le sens où il pouvait se retourner contre nous, quoi. Ouais. Mais en même temps, je pouvais pas laisser Rien passer dire, ça, ouais. et au moins leur dire, mais non, en fait, non. Toi, tu crois que quand tu dis PD dans la rue, la personne, elle va juste rentrer chez elle et comme une merde. Bah non, en fait, il y a des gens, tu prends le risque que la personne, elle se retourne et qu'elle te dise, mais pourquoi tu fais ça ? Et qu'est-ce que je t'ai fait ? Enfin, quel est le problème ? À la limite, même si je suis PD, comme tu le dis, qu'est-ce que ça peut te faire ? Je te fais rien, je rentre chez moi, laisse-moi tranquille. Et ça, je sais que
dans l'absolu, je sais pas s'il faut le faire ou pas, il n'y a pas de règle, mais là je l'ai senti et j'ai senti qu'il fallait que je le fasse, il fallait que je dise quelque chose. Donc, Tu t'es pas senti en danger physiquement ? un petit peu, mais je me disais que j'étais à ce moment-là un peu près dans le truc en me disant mais en fait... Il faut que je le fasse quoi. Oui, et puis c'est eux qui seront dans la merde à la fin. Enfin vraiment, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, je me suis formulé comme ça, je me suis dit, mais s'ils ont envie de gâcher leur vie juste pour ça, juste parce qu'ils ont insulté quelqu'un de PD dans la rue et qu'ils ont pas accepté que cette personne leur dise, mais en fait, vous allez pas le faire, et donc en m'agressant, et ben ok, à la fin, on verra qui... tu vois, enfin, j'étais un peu dans cette dynamique-là, après... Pareil, je dis pas que c'est la bonne réaction, mais à ce moment-là, c'est comme ça que je l'ai vécu et j'avais besoin de dire vous ne pouvez pas penser que vous pouvez dire ça sans qu'il y ait un retour. Voilà. Je peux me retourner, vous regarder dans les yeux et vous demander pourquoi vous dites ça et qu'est-ce que... Voilà, c'était un peu... Ok. Et du coup, tu disais tout à l'heure que t'évitais de te mettre dans des situations justement où ce genre de truc peut t'arriver. C'est quoi pour toi tes safe places ? Alors, en fait, c'est moins conscient que ça. C'est-à-dire que c'est pas que j'évite, c'est pas que j'ai localisé des endroits où je ne peux pas aller. C'est que je me suis construit un environnement de par mes amis, de par ma vie actuelle, qui fait que je fréquente des lieux, que je suis dans des milieux. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ta safe place, c'est toi qui l'as construit, c'est ta Exactement. vie, quoi. C'est mon environnement proche, en fait. C'est ma famille, en fait. Enfin, pour moi, ma vraie famille. C'est mes amis, les personnes qui m'entourent, avec qui j'ai une communauté d'idées et d'expériences. Et ça, c'est... Et du coup, je suis un peu dans un microcosme. C'est-à-dire en même temps. Ouais, mais vraiment, d'ailleurs. Oui. Du coup, ça peut avoir ses limites, quoi. Oui. Peut-être. Ça peut déconnecter. Ouais. Parfois, t'as l'impression que non, enfin que tout le monde pense un peu comme nous. Ouais, moi je suis comme ça. Hein. C'est pas le cas. En fait, le monde est très grand et en fait, c'est nous qui le rétrécissons parce que on fréquente des personnes qui nous ressemblent, avec qui on partage des choses. Donc, et pour moi, c'est pas une problématique. Mais par contre, il faut pas que cette expérience-là, on pense. Par exemple, c'est pas parce que mon expérience finalement. Dans mon homosexualité a été plutôt douce et c'est plutôt très bien passé. Enfin, c'était pas pour moi un espace de souffrance, moi. Mais c'est pas généralisable dans le sens où les expériences peuvent être très variées selon les caractères, mais aussi selon les milieux, selon... Donc voilà, moi par exemple, je l'ai pas dit aussi à mon grand-père, il y a une raison. Ouais. Après, il fait pas partie de ma communauté d'idées non plus. Mon grand-père, il fait partie de ma famille que je vois de temps en temps et voilà. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est plus on a tendance à réduire notre monde à finalement un espace de sécurité mais c'est bien aussi, je pense. Enfin, faut le faire aussi, mais pas se dire que le monde fonctionne comme ça. Quand on était tous étonnés que Trump soit élu, par exemple, on tombait tous des nues. En fait, c'est parce qu'on était déconnectés de ce qui se passait réellement et que parce qu'autour de nous, c'était inenvisageable, on se disait c'est inenvisageable. Mais non, peut-être qu'autour de nous, c'est une communauté d'idées qui fait que on considère ça comme inenvisageable et que nous, on se projette pas là-dedans. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il y a un monde qui tourne et qui nous dépasse et qui est bien plus vaste, je pense. Ouais. Ok, mais en tout cas, on va conclure parce que ça fait très longtemps qu'on parle. Oui, je sais pas, c'est 2 heures. Mais moi, ce que je retiens quand même de notre échange, c'est quand même ce qui a rythmé un peu ta vie jusque-là, c'est les rencontres. Exactement. Donc, si t'avais quelque chose un conseil à donner à un jeune qui se sent seul ou qui a du mal à s'assumer, qu'est-ce que tu lui dirais ? C'est dur comme question. C'est très dur, oui. Ouais. Parce que, encore une fois, vu que les expériences, tu vois, moi, ça peut paraître déconnecté, ce que je peux dire. Parce que pour l'expérience de quelqu'un, bien sûr. Dans des conditions politiques, tu vois, enfin... Je peux pas m'adresser de la même manière à, par exemple, une personne dont les croyances vont être en contradiction avec la sexualité. Enfin, tu vois. Moi, par exemple, ça a jamais été. Donc ça, mon expérience elle-même, elle est pas nourrie de ça et de cette souffrance que ça peut aussi provoquer. Donc, par exemple, à cette personne-là, je saurais pas quoi lui dire. Mais tu te sens pas légitime à répondre à cette question, j'ai l'impression. Pas trop. En tout cas, moi, j'ai eu la chance. Je pense que j'ai vraiment eu la chance.
Et aussi, j'ai choisi, c'est vrai. Je pense que par contre, j'ai choisi aussi de m'entourer de personnes qui m'ont fait du bien Oui, et qui m'ont permis de c'est quand même un choix, ça. m'accepter. Hein. On subit pas toute notre vie, hein. Oui, c'est vrai. Oui, Enfin, tu vois. oui, c'est Et vrai. c'est une force aussi de se donner les moyens de faire ces rencontres-là, de s'entourer des bonnes personnes, C'est ça. de venir à Paris, enfin, voilà quoi. Ouais. Et que aussi, la famille, ça peut être plein de... Comment dire, c'est un terme qui, pour moi, inclut plein de types de relations et que moi, je pense avoir ma vraie famille. Aujourd'hui, c'est mes amis. C'est ceux avec qui je suis complètement moi-même ou avec qui je suis familier, avec qui je partage des pensées et avec qui je me sens libre vraiment totalement. Et donc cette famille-là, je pense que c'est peut-être ça. Moi, mon conseil, ce serait cherche ta famille, quoi, un peu, et ne la subis pas. Cherche-la et crée-la. Ouais. Si t'es dans un contexte qui te le permet, évidemment, parce que j'ai pas la prétention de « Ah mais vas-y, faire un effort !» Tu vois, c'est pas ça, j'ai pas envie de... Ok. Merci beaucoup en tout cas, Jessie. C'était super intéressant de parler avec toi. Merci à toi, je suis très content. Merci d'avoir écouté Jeune et Brillant. Vous pouvez retrouver toutes les actualités de Vers le Haut sur verslhaut.org et sur nos réseaux sociaux @verslhaut. Bye.